J'étais en train de regarder la conduite de cet épisode 481. J'ai bien l'impression que pour une fois, cette semaine, on ne va pas parler du nouveau DRH de l'État américain. Épisode 481 enregistré le 12 février 2025 avec deux chroniqueurs qui sont à des distances variables, j'ai envie de dire, puisque d'un côté nous avons Xavier qui est très basiquement pas loin du Lion de Waterloo en Belgique, sur la commune de Braine-l'Alleud. Voilà, comme ça on se situe, hein, Xavier, on va pas donner l'adresse exacte non plus, mais c'est pas bien grand. De l'autre côté, on a notre ami Sébastien qui, pour le coup, n'est pas dans la région lilloise où il séjourne habituellement, mais est en voyage d'affaires, on va dire ça comme ça. Sébastien. Ça fait un grand mot. Ouais. Je suis à Barcelone où il fait 14 degrés, il pleut, et voilà. J'ai une Ouais. très belle vue sur la ville d'ici dans ma chambre d'hôtel. D'accord, super, mais merci de ne pas nous en faire profiter. Je dis ça, je dis rien. Euh, Et comme on l'a noté aussi, tu es parti sans ton petit nécessaire de podcasteur. Voilà, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, comme on dit. Ça se confirme finalement ce coup-ci. Mais c'est pas bien grave, on comprend bien ce que tu dis, on t'entend fort et clair, j'ai envie de dire. On a un planning assez bien chargé parce qu'il y a plein de choses à dire, plein de choses. Donc on va pas traîner, on va directement attaquer avec le premier sujet. Et c'est Sébastien qui s'y colle. On va parler de robots, des robots expressifs. C'est Apple qui publie un papier de recherche sur les mouvements des robots, la manière dont ils se meuvent, si je puis dire. Exactement. Il y a un mois à peu près, Apple a sorti un papier de recherche qui était passé inaperçu. Mais la semaine passée, ils ont sorti une vidéo qui montre l'application de ce papier de recherche. Et cette vidéo a été reprise un peu partout. Marc, tu l'as épinglé également dans notre canal de veille. Je l'ai vu apparaître partout ailleurs. Et de quoi il s'agit? Il s'agit d'une lampe comme la lampe de Pixar, vous savez, les lampes de bureau, qui est capable de se déplacer pour faire différentes choses. Elle peut éclairer, elle peut nous écouter, elle a un capteur voix. Elle peut parler éventuellement. Donc c'est un peu une combinaison entre un HomePod avec Siri et une lampe de bureau articulée. Et là où ils font des choses différemment, comme ils aiment bien faire, c'est qu'ils expliquent dans leur papier que les humains sont sensibles au mouvement et au changement d'attitude, et que un appareil numérique roboïde articulé, en tout cas, pourrait nous sembler beaucoup plus proche de nous et facile à aborder en tant qu'humain si l'appareil adopte des mouvements ou des attitudes qui peuvent faire penser à des attitudes humaines. Laissez-moi vous expliquer. Si vous dites à la lampe, dis-moi le temps qu'il fait dehors, la lampe pourrait faire comme un HomePod ou comme Alexa ou comme un Google Assistant, et juste dire, bah, aujourd'hui il est à 14 degrés et il pleut. Bon, c'est vrai que ça crée un premier niveau de relation, d'émotion. On aime bien nos Google Home ou nos Alexa à la maison, mais pas autant que si la lampe commence à bouger, tourne la tête, excusez-moi pour l'anthropomorphie, Ouais. mais tourne la partie blanche de la lampe Pixar vers la fenêtre pour regarder le ciel, et puis se retourne vers nous pour nous donner la réponse. Et ce petit mouvement, ben, ça donne un aspect humain, un aspect euh, animal ou humain, un aspect vivant en tout cas à la lampe. Et il donne plein d'exemples comme ça. Si on veut que la lampe nous éclaire quelque part, on peut lui faire un geste de la main et elle va s'approcher, enfin avec son bras, hein, pas la base, mais avec le bras pour éclairer quelque chose. Et puis si on lui pose une question, elle va se relever, se regarder la personne qui lui parle. Elle peut acknowledger, enfin faire bouger la tête comme quelqu'un qui t'écoute avant de reprendre sa position d'éclairage ou se tourner délicatement pour projeter une image vers le mur à côté en fonction de ce qu'on lui a dit. Donc je trouve ce champ de recherche passionnant parce qu'il va au-delà de l'interaction homme-machine comme on l'a conçu jusqu'à présent, pour donner vraiment des feedbacks. Si je me souviens bien, c'est Amazon qui avait fait un petit robot, ça n'a pas duré très longtemps, ils le font plus, qui permet de vous suivre dans la maison avec
avec un écran, etc. Mais il y avait que la voix, il n'y avait pas les mouvements, éventuellement des petits clignages d'yeux. Là, ils vont plus loin parce il y a 6 points de jointure dans l'articulation. Vous voyez une lampe de bureau, hein, vous voyez ce que c'est Ouais, bien sûr. avec deux Oui. bras euh, et la tête. Et donc, il y a quand même moyen de donner pas mal d'images. Et alors, le clin d'œil à Pixar, évidemment, qui a été fondé par Ah oui, Évidemment. c'est ça Steve que Jobs j'ai dit. aussi, et la lampe qui est la lampe qui s'appelle Pluxo, c'est ça Je Luxo, la sais plus, mais lampe j'allais dire que c'est tout de à fait le Pixar. logo de Pixar, quoi. Exactement. Donc voilà, à voir ce qu'ils vont en faire. On sait qu'ils travaillent sur une nouvelle génération de HomePod ou d'assistants personnels. On pourrait très bien imaginer que cette lampe soit remplacée par un écran d'iPad, quelque chose avec lequel on peut interagir encore plus. Enfin, c'est un projet de recherche, hein, c'est pas un produit fini. Vous verrez Mhm. dans la vidéo, il y a des fils partout autour. C'est pas du marketing Apple, c'est de la recherche. Mais c'est vraiment intéressant de voir dans quelle direction on va. Il y a tout l'aspect. Alors, comment on commande cette lampe, hein. Il y a une gestuelle à adopter aussi pour communiquer avec, pour lui dire de s'approcher, de reculer, de montrer des choses, d'en déplacer, parce qu'elle est capable de déplacer aussi des objets, cette lampe. En fait, j'avais vu ça dans une autre vidéo. Il y en a Poussant eu de la tête. plusieurs. Hein, oui, c'est ça. Et alors, Mhm. elle essaye d'atteindre un objet, je sais pas, un post-it ou quoi qui traîne sur la table. Elle n'y arrive pas. Et donc, un peu dépitée, la lampe revient en arrière on avait envie de dire la tête, en fait c'est de la lampe, elle fait un nom dépité vers le bas comme ça, mais c'est mignon comme tout, enfin je sais pas, parce que là c'est vraiment brut, hein, c'est pas habillé, rien du tout, tu l'as dit, mais il y a un côté émotionnel, assez Mhm. inattendu dans la manière dont cet objet se déplace et s'exprime uniquement par des mouvements, tel qu'on pourrait l'avoir avec un animal un petit peu plus intelligent qu'un chat ou un chien, mais voilà, quand même. C'est très très particulier. Et le fait que ça ne ressemble pas à un être humain, ça n'est pas 2 yeux, une bouche, des oreilles, etc., je trouve que ça renforce encore ce côté Ouais. émouvant. Je sais pas ce qu'en pense Xavier qui lui il est hypnotisé. Je l'ai perdu. Oui, mais non, je trouve ça sympa. C'est l'interaction avec les objets de plus en plus, avec des possibilités auxquelles on pense peut-être pas. Moi, je vois cet aspect ludique pour le moment. Il y a peut-être un aspect pratique pour des gens qui travaillent sur je sais pas, qui ont les mains occupées, et qui ont les mains sales ou autres, et qui pourraient bouger des objets comme ça, interagir. C'est intéressant. Je serais curieux de voir ce qu'on va faire avec, parce que bon, la démo est sympa, mais euh, Oui, c'est toujours. je suis curieux de voir ce qu'on va pouvoir faire concrètement, parce que si c'est juste réorienter la lampe, bon, je pense qu'il y a moyen de faire bien plus avec ça, mais voilà, c'est intéressant, et le clin d'œil à Pixar Mais est vraiment marrant. C'est alors, tout à fait le logo. je vous prends un témoin. Hein, dans une des démonstrations, on voit une personne en train de régler manifestement une imprimante 3D et un peu comme on le demanderait à quelqu'un de éclaire-moi avec la lampe de poche, éclaire-moi de ce côté-ci ou de ce côté-là. Il y a moyen de le faire. Et alors, en plus, ils ont intégré un projecteur vidéo dans cette lampe qui va projeter le tuto contre le mur d'en face, par exemple. Et tout ça commandé, j'imagine, à la voix, À la comme voix. on le ferait avec Siri ou avec un autre. Enfin, moi, je trouve ça assez bluffant. Assez mignon aussi. Enfin, il y a un côté, il y a un côté technologique, il y a un côté amusant où il y a moyen de danser avec sa lampe. Voilà, c'est des trucs comme ça. La dernière fois que j'avais vu un truc un peu expressif en robotique, et on n'était pas encore à ce niveau-là, c'était un robot, j'ai oublié son nom, j'essaie de me rappeler depuis là tantôt, mais c'était un petit écran avec juste les yeux. Je sais pas se rappeler de ça, ça ressemblait à un petit camion, et il y avait juste les yeux, et en fonction de l'expression des yeux qui sont tournés dans un sens, dans l'autre, on voyait s'il était triste, heureux, amusé ou moqueur, ou etc., etc. Il y avait toute une palette d'expressions uniquement basées sur les yeux qui donnait ce petit côté sympathique, mignon et qu'on comprenait très, très bien par ailleurs juste en le regardant. J'ai oublié le nom de ce petit robot, c'était plutôt de l'ordre du jouet hein, là pour le coup, mais voilà. Intéressant, en tout cas l'expérience est intéressante. Moi je trouve ça plutôt mieux un objet comme ça
qu'un simili-chat, un simili-chien, un simili-singe, un simili-enfant, un simili ce que vous voulez. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça même mieux. Voilà, c'est mon avis personnel. Si vous avez un avis à vous à donner, n'hésitez pas à le faire en commentaire, évidemment, et on se fera un plaisir de vous lire, comme on le fait d'ailleurs à chaque fois. L'une des marottes de Xavier, c'est l'impression 3D, ça rime. Et ça rime aussi avec sécurité des fois. C'est fort, hein. Xavier, 3D, sécurité. Une société française met au point un token infalsifiable imprimé en 3D, Xavier. Tout à fait. Ils appellent ça SAM. Et SAM, c'est quoi? C'est pour signature et authentification des matériaux. Donc en fait, ce sont des chercheurs français qui ont mis au point un matériau innovant, qui est imprimable en 3D et qui a des propriétés infalsifiables. Et en fait, cette technologie va être utilisée pour la sécurité, pour authentifier des objets. Donc, on parlait par exemple des NFT pour sécuriser et authentifier des œuvres d'art, etc. Ici, c'est un espèce de QR code. C'est pas exactement un QR code, mais ça ressemble très fort à ça. Qui va être imprimé en 3D avec le matériau qui a été développé et qui est infalsifiable et qui intègre une signature unique dans sa structure pendant l'impression 3D, ce qui fait qu'il est impossible à reproduire ou à falsifier. Et donc chaque objet qui est fabriqué avec ce procédé va avoir une identité propre qui est comparable à une empreinte digitale et donc ça va assurer une authentification qui est fiable. La société a développé un petit outil qui va permettre de tester l'appareil parce que c'est un espèce de QR code mais qui est imprimé en 3D et donc il y a un petit relief, etc. Et si dans une vidéo que la société partage, si on pose l'espèce de QR code sur un décodeur, le décodeur va attester que c'est le vrai objet ou pas. Donc les applications évidemment, c'est par exemple pour sécuriser des documents officiels, des œuvres d'art, des pièces détachées de certains produits, éventuellement des matériaux ou des objets médicaux. Donc en intégrant ce matériau, on va pouvoir vraiment garantir l'authenticité, mais aussi tracer des objets qui seraient sensibles pour éviter justement la contrefaçon et la fraude. Alors, la façon dont le matériau est rendu infalsifiable, ça, je n'ai pas trouvé sur le site. Hein, donc, c'est une news que j'ai vue assez récemment. J'ai déjà dû regarder un petit peu comment ça se passait, mais donc c'est imprimable avec une imprimante 3D tout à fait classique. Et donc, ce que j'ai mis du temps un petit peu à trouver, c'est vraiment que c'est le matériau 3D qui est utilisé et qui est imprimé, qui va rendre ça infalsifiable. Donc c'est pas simplement on va dire le dessin qui est fait, qui est généré par l'application, puisqu'il y a une application qui est liée à ça où on va mettre son code et où on va mettre un élément qu'on veut encoder dans l'espèce de petit QR code. C'est vraiment la combinaison de cette information qui est générée par l'application et qui est imprimée grâce au matériau qui va faire que c'est tout à fait unique. Donc je trouve que c'est une chouette propriété et apparemment ce serait utilisable par tout un chacun, mais sans doute avec le matériau qu'ils fournissent. C'est intéressant. Genre, c'est évidemment, il y a une zone d'ombre, hein, parce que j'imagine qu'ils ont un secret industriel derrière aussi, mais je comprends pas très bien, parce qu'en plus, ils montrent le fait qu'il y a une copie. On prend une copie de l'empreinte, entre guillemets, de ce qu'on a imprimé en 3D, et la copie ne fonctionne pas. Quand on essaye de débloquer, ça ne fonctionne pas. Il faut l'original pour arriver au résultat attendu, qui est le déblocage, l'ouverture, ou que sais-je. Ça ressemble un tout petit peu, oui, en tout cas sur le principe au QR code, sauf que ça prend des différentes formes plutôt d'un labyrinthe, hein, comme ça, enfin de traits qui ressemblent un peu à un petit labyrinthe sur une pièce qui représente à peu près quoi, c'est 3 cm sur 3 ou 2 cm et demi sur 2 cm et demi. Pas très grand. Ça, hein, je ne sais pas, je connais pas la taille
Là, En tout t'as cas, sur ce qui exact, ça a l'air, oui, ça sur a ce qui est l'air d'être montré, 2 sur 2 ou ouais. 3 sur 3, quelque chose Ouais, comme ça, ouais. un truc comme ça. J'imagine que ça pourrait prendre d'autres formes également que celle-là. Faut voir dans quel usage l'utiliser également. Hein. C'est pour sécuriser quoi et à quel titre, etc., etc. Mais ça reste assez surprenant, d'autant qu'on peut en générer soi-même. Du coup, on peut les imprimer soi-même, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment pas mal, en effet. Je sais pas si Sébastien avait une remarque à formuler. Oui, c'est une gestion, c'est une version tangible et réelle du NFT finalement. C'est un token non fongible qui prouve la propriété de quelque chose, qui est Ouais. unique et non remplaçable. Ils nous ont fait en 3D ce qui existait en numérique depuis quelques années, c'est pas mal. Je me demande quels sont les principes derrière qui empêchent la copie. J'aimerais bien creuser la Mais oui, technologie là c'est derrière vraiment pour intégré aux comprendre ce. matériaux. Pardon, je t'ai interrompu. Non, non, vas-y, continue Xavier, parce que Donc, sinon on va pas s'en donc, sortir. c'est vraiment intégré aux matériaux. Et une autre comparaison qu'ils font, c'est par rapport au NFC, par exemple. Donc, tu as un contact magnétique, mais ici, ils disent que Mhm. le poids du matériau est généré, enfin, du petit élément qui va attester de l'authenticité, est vraiment beaucoup plus léger encore que même qu'une puce NFC. Donc, il y a un intérêt aussi technique là pour si tu dois le transporter sur toi ou avoir, je sais pas, sur un porte-clés ou autre, pour Ouais. des badges, pour la sécurité et tout ça. Il y a des Ça a intérêts l'air pour ça. d'être, enfin, c'est une démonstration aussi. Hein, ce qu'on nous montre là pour l'instant, c'est pas vraiment des situations, je pense qu'on rencontrerait dans la vie de tous les jours. Mais voilà. Signaturesam.com, je le dis à tout hasard, même si les liens, vous le savez, sont toujours disponibles dans les notes de podcast. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil là-dessus. Ça va certainement vous intéresser. C'était le sommet de l'intelligence artificielle à Paris cette semaine. On n'en parle pas beaucoup dans cet épisode. On verra quelles sont les retombées réelles dans les semaines qui vont venir peut-être. Voilà. Je pense que la presse classique en parle déjà beaucoup et c'est bien. Ça permet de parler de l'intelligence artificielle de manière peut-être un peu plus intelligente que ce que les journalistes font d'habitude. Donc rien que pour ça déjà l'initiative est louable. Après on verra quels sont les résultats tangibles de ce genre d'initiative. Initiative d'Emmanuel Macron, il faut le dire. C'est comme ça. On espère que ça se reproduira, peut-être aussi dans d'autres pays, pourquoi pas, pour essayer de faire avancer le schmilblick, en tout cas au niveau européen, ce qui serait pas un tort. L'intelligence artificielle entre aussi dans nos vies sentimentales, Sébastien. Ce sont les applications de rencontres qui se réinventent avec l'intelligence artificielle générative. C'est drôle parce que j'en touchais un mot en off la semaine dernière avec l'autre Sébastien, et je lui disais, mais enfin, je comprends pas qu'à l'heure actuelle, ces applications de rencontres, les Tinder, les Mythiques ou autres, ne soient pas plus intelligentes que ça. Ils en sont encore au bon vieux questionnaire. Est-ce que t'aimes les pâtes plutôt que le riz? Est-ce que tu as des trucs comme ça pour essayer de cerner la personne et essayer de faire matcher des personnes entre elles? Est-ce que c'est de ça dont on parle, Sébastien, ou pas du tout? Ou est-ce que ça intervient dans ce schéma-là? Est-ce qu'on va trouver l'âme sœur, en gros? Bah, c'était mon point de départ, en tout cas. C'est un article que j'ai lu sur TechCrunch qui parle de Tinder, cette application emblématique, qui dit qu'il passe un mauvais moment en termes de business, avec moins d'utilisateurs actifs, des revenus qui déclinent, etc. Et que dans leur conférence de presse pour annoncer les résultats, ils parlaient de l'activité intelligence artificielle pour faire des matchs de meilleure qualité, exactement comme tu viens de le dire, en analysant nos précédentes conversations, en analysant les profils, arriver à mettre ensemble, à faire correspondre des gens qui ont probablement plus de probabilité d'avoir des intérêts communs. Alors, l'article en soi valait pas la peine probablement d'être mentionné dans les technos, mais après, je me suis posé la question, mais euh, qu'est-ce qu'il en est de l'intelligence artificielle en général? Est-ce que le seul usage de l'intelligence artificielle pour les dating apps, c'est la correspondance, les matchs en anglais? Et donc j'ai commencé à fouiller et j'ai trouvé un article d'une anthropologue de l'université de Toronto
qui a été publié la semaine dernière, qui est un espèce de résumé d'un bouquin qu'elle a fait aussi. Le bouquin s'appelle Sticky, Sexy, Sad, donc attachant, sexy, triste, Swipe Culture and the Darker Side of Dating Apps, donc la culture du swipe, du Ouais. glisser, et la face sombre des applications de dating. Et comme c'est publié, c'est University of Toronto Press, une université, c'est disponible gratuitement sur Internet. On peut télécharger l'EPUB ou le PDF. Et dans ce blog, elle fait un espèce de résumé de son bouquin. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que l'IA n'est pas utilisée que dans les apps, que ce soit Tinder, Bumble, Hinge. D'abord, elle part d'un point de départ, c'est que les jeunes, ça je ne le savais pas, les jeunes utilisent moins ce genre de app que dans le passé. Les millennials et les Gen Z, ils reviennent à ce que nous on faisait, c'était des vraies rencontres, Ouais. et ils sont moins accros aux apps. Ça devient un truc de boomer d'utiliser des apps. D'où mon point de départ, Tinder un peu en chute libre en termes de revenus et de taux d'utilisation, et qui a besoin de se réinventer. Et c'était le titre de la chronique avec l'intelligence artificielle. Mais en fait, elle va beaucoup plus loin que ça, parce que effectivement, les matchs peuvent être beaucoup plus efficaces, mais il y a des tas d'autres usages pour la drague de l'intelligence artificielle. Alors, laissez-moi vous en citer quelques-uns. On utilise ChatGPT pour booster son profil. On ne doit plus écrire son profil. Écris-moi un profil qui ressemble à ça, à ça, à ça, qui met en avant cela, qui est plus ceci ou cela. Si on fait un bon prompt, on peut avoir des profils extrêmement très efficaces. Il y a aussi des apps de conseils, comme de coaching en relation. On peut lui poser des questions et il nous répond. Un topologue à la maison. Un truc qui m'a amusé, c'est une application qui s'appelle Reeze, qui a plus de 20 000 downloads quotidiens. Tous les Ah, jours, 20 000 downloads en 2004. Elle, tu lui donnes des screenshots de ta conversation sur une dating app avec quelqu'un, sur une application de rencontre avec quelqu'un, et elle te donne des suggestions, qu'est-ce que tu dois dire après. Donc, elle analyse ta conversation à partir d'une photo et te fait des suggestions si tu n'as pas d'inspiration, que ce soit pour la première phrase ou pour la énième phrase après 2 jours. La seule chose que je me pose, comme tu dois prendre une photo de ta conversation, je me demande si tu as besoin de 2 téléphones, un téléphone avec Tinder et puis un autre téléphone pour prendre l'écran. Ça, c'est pas dit dans Ou, le truc. ou Euh, alors avoir rencontré quelqu'un qui a un téléphone. Mais dans ce cas-là, tu n'as plus besoin de rencontrer quelqu'un. Tu as déjà T'as plus ce qu'il besoin. faut. Voilà. Et alors, bizarrement aussi, il y a des applications de chat. Donc, quand on se sent seul, donc c'est pas une application de conseil comme j'ai parlé juste avant. C'est vraiment une application de chat. C'est un petit ami ou une petite amie virtuelle pour pouvoir parler. Et là, on se rapproche évidemment. On pense tous au film Her. On combine ça avec le premier sujet, son expressive, etc. On imagine tout ce qui pourrait arriver. Elle parle aussi des scams à la romance, donc évidemment des faux profils, des fausses photos, des fausses discussions, etc. Elle parle de la prévalence des hommes sur ce genre d'application, un peu comme sur les applications de dating aussi, où il y a plus d'hommes que de femmes. Elle parle aussi... Je suis en train de redescendre dans mes notes. Elle parle aussi des risques d'emploi de données privées, puisqu'on confie quand même pas mal d'informations dans un chat avec quelqu'un qu'on essaye de séduire ou qu'on essaye de connaître. On se dévoile, et donc ils disent de faire attention à ce genre d'applications, et notamment des applications qui sont conçues que pour ça, des fausses applications de dating qui sont en fait des chatbots avec de l'AI génératif pour te faire parler, pour te faire passer du temps, parce qu'il y a des pubs évidemment dans l'application, mais aussi pour collecter des infos sur toi, pour pouvoir peut-être être utilisé par la suite. Donc je trouvais l'article intéressant parce que cette prof dézoomait de l'aspect pur match et faire correspondre des profils, et elle abordait le sujet de l'intelligence artificielle dans les relations, enfin pas dans les relations, dans les applications de relations et de rencontres, sous plein d'angles différents. Je vous invite à aller lire son blog. J'ai pas mis le lien directement vers le bouquin, mais il est dans le blog. Vous pouvez cliquer, si vous lisez le blog, il y a le lien vers le bouquin que vous pouvez télécharger. Les liens vers l'article de blog, comme tu disais, on le retrouve bien sûr dans les notes du podcast. Moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'il y a quand même un aspect là derrière, il y a moyen de tromper.
on s'entend tromper la personne, enfin enjoliver les choses grâce à l'intelligence artificielle, que ce soit dans la description ou dans le dialogue qu'on va entretenir avec l'aide de ChatGPT par exemple. Et puis il y a un truc évident aussi, c'est l'amélioration de la qualité de l'image que l'on renvoie de soi, mais matériellement pour le coup, à l'aide d'intelligence artificielle, puisque des filtres de beauté entre guillemets deviennent communs, et je pense que certains génèrent même une image un peu idyllique de ce que la personne se sent peut-être être, mais n'est pas par ailleurs, ce qui induit évidemment à un moment donné, à terme, quand les choses avancent, une espèce de le problème, à un moment donné, on ne fait que le reculer, quoi. On fait que reporter les soucis. Donc voilà. Mais sur l'aspect match, trouver le bon, peut-être sur base d'une interview plus intelligente que le questionnaire basique dont je parlais au début, là, j'y crois un petit peu plus. Ça a peut-être du sens. Pourquoi pas. Si ça peut améliorer les relations humaines, tant mieux, j'ai envie de dire. Je sais pas, c'est ça. Je sais pas ce qu'en pense Xavier. Il y a tout ce qu'il faut à la maison. Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle. Mais écoute, voilà, moi j'allais dire, j'ai pas encore. Je crois que je me suis même jamais inscrit. Et je dis pas ça parce que ma femme risque d'écouter. Je me suis jamais inscrit sur ces applications. Allez. Ne pas en avoir besoin, donc voilà. Mais est-ce que tu n'as jamais été dans le passé dans le passé, il y avait un site très connu en Belgique qui s'appelait rendez-vous.be. Et c'était un site où énormément de gens passaient du temps parce que c'était d'abord gratuit, enfin voilà, c'était accessible à tout le monde, et c'était aussi relié pour ce qui était des conversations à un chat IRC sur un serveur IRC, mais dans une interface web, et donc c'était les prémices entre guillemets de ce qu'on connaît aujourd'hui sous forme d'application sur les téléphones portables. C'était un site de rencontre, on pouvait dire ça. Mais j'ai été sur Caramel, pour ceux qui connaissent. Et à l'époque, quand tu discutais, t'avais 3 lettres qui revenaient à chaque fois, c'était ASV, et on te demandait ton âge, ton sexe et ta vie, quoi. Oui, voilà. Tout ça pour dire que Xavier est maqué, et donc... Voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, on peut passer à la suite peut-être. Quelques news que j'ai épinglées, j'ai eu du mal cette semaine, je peux vous le dire, parce que effectivement, le sommet de l'intelligence artificielle, ça a pris beaucoup de place dans la presse, et comme on se base essentiellement sur ce que l'on entend et on lit un peu partout, c'était un petit peu... Et puis il y a ce sommet, et puis il y a évidemment aussi tout ce qui tourne autour du type avec les cheveux orange et de son valet. Donc difficile de passer à côté. Donc j'ai quand même sélectionné deux, trois infos. Comme par exemple cet ingénieur en informatique gallois, James Owells, peut-être ce nom vous dit-il quelque chose, il tente de récupérer un disque dur contenant 8000 bitcoins, une valeur estimée de 720 millions d'euros, jeté par erreur par sa petite amie dans une décharge en 2013. Du coup, il a besoin d'une application aussi, lui. Après le refus d'un juge de l'autorisation à fouiller le site pour des raisons environnementales, et puis il voulait tout retourner, il envisage maintenant carrément de racheter la décharge avant sa fermeture prévue en 2025-2026. Owells discute de cette possibilité avec des investisseurs, parce qu'il y a quand même 720 millions de patates à récupérer, donc peut-être que des gens seraient intéressés de participer, entre guillemets, au rachat de ce terrain. Le juge, lui, estime que ses chances de succès en justice seraient très faibles, mais ce cas illustre quand même un problème plus large, puisqu'environ 140 milliards de dollars en bitcoin seraient bloqués. Pas seulement dans des poubelles, mais dans des portefeuilles inaccessibles à cause, entre autres, de mots de passe perdus ou alors de petits amis très maniaques, ce qui peut évidemment arriver. Là, c'est ce qui vient de se confirmer en tout cas. Des publicités apparaissent désormais sur les écrans infotainment de voitures Jeep du groupe Stellantis aux États-Unis. Cela se produit notamment au feu rouge ou à d'autres arrêts, devant un stop par exemple. Ces publicités qui doivent être fermées manuellement suscitent des critiques pour leur impact sur la sécurité et la distraction des conducteurs évidemment. Stellantis affirme que cette fonctionnalité est incluse dans le contrat d'achat des véhicules. Donc au moment d'acheter, vous avez signé en tout cas les Américains ont signé
pour voir de la publicité au feu rouge. Bien que cette pratique soit limitée à Jeep pour l'instant, elle soulève des questions sur son extension potentielle à d'autres marques du groupe Stellantis. On pense à Peugeot, Citroën, Fiat par exemple. La réglementation européenne chez nous est plus stricte en matière de sécurité routière. Ça pourrait donc limiter l'application de telles pratiques en Europe. On est un peu sauvé, en tout cas pour l'instant. Je ne sais pas si c'était Xavier qui avait un mot à dire là-dessus, non ? Moi, je redoute ça, mais d'une force incroyable. Bah oui. Bon, alors, au niveau sécurité, je pense qu'il pourrait contourner ça très facilement, simplement en disant que c'est uniquement quand on est à l'arrêt, un feu rouge ou autre, par exemple. Ceci dit, ça détournerait quand même l'attention. Mais moi, le jour où ils font ça, je te jure que je chercherai tous les moyens possibles de hacker ma voiture pour désactiver ce genre de truc, quoi, hein. Et ici, s'il y a que Jeep qui le fait, je pense qu'ils doivent s'attendre à une chute libre des ventes. Parce que c'est très invasif. C'est fort invasif, hein, tout de même. Et au départ, je pensais que c'était une reproduction d'un truc qu'ils avaient fait. Justement, je pense que c'était pas avec Jeep, mais c'était Mini. Et si je ne dis pas de bêtises, vous vous rappelez peut-être de ça il y a 5 ou 10 ans, quand on passait sur un viaduc, je pense que c'était en Grande-Bretagne, on passait sur un pont, un viaduc, il y avait des grands panneaux publicitaires qui s'affichaient en disant « Ah, bonjour, machin », parce qu'ils reconnaissaient la plaque d'immatriculation et c'était lié à une base de données. Et donc, c'était aussi un objet de distraction, mais c'était quand même un petit peu plus smart, pour pas reparler d'une autre marque de voiture. Et puis on rentre pas dans ton habitacle pour t'envahir. Voilà, c'est ça, c'est très très invasif, il faut le reconnaître. Chez nous, par exemple, le RDS, c'est ce qu'on affiche sur le RDS, déjà là est très contrôlé, on peut pas faire n'importe quoi en Europe là-dessus, donc j'imagine que il y a peu de chances pour que ça arrive jusqu'à chez nous. Ce 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Il n'est normalement pas question ici de flatter l'ego des animateurs, des journalistes ou des techniciens, mais bien de rappeler que la radio a un pouvoir unique. Pourquoi ? Parce qu'elle reste le média de l'urgence et de la proximité, parce qu'elle est capable d'informer en temps réel. Elle peut donner la parole à ceux qui trop souvent ne sont pas entendus. La radio a aussi un pouvoir unique parce qu'elle ne dépend ni d'un écran ni d'un fil pour toucher chaque foyer, chaque voiture, chaque village isolé. À l'occasion de cette journée, une thématique liée à ce média est mise en avant. En 2022, c'était l'importance de la radio en tant que source d'information fiable et la nécessité de renforcer la confiance du public envers ce média. En 2023, au terme de la première année de guerre en Ukraine, c'était la mise en évidence du rôle de la radio dans la promotion de la paix et la prévention des conflits. Et l'an dernier a célébré le centenaire de la radio, mettant en lumière cette fois son histoire riche et son rôle continu en tant que média de confiance et largement utilisé. Cette année 2025, le thème est le changement climatique et le rôle, une fois de plus, que la radio doit jouer dans la sensibilisation, l'information et la mobilisation des populations face aux défis climatiques. Accessible partout, même dans les zones les plus reculées, elle permet de diffuser des alertes en temps réel, de relayer des conseils pour s'adapter aux catastrophes naturelles et de donner la parole aux experts comme aux citoyens directement concernés. La journée mondiale de la radio n'est donc pas une célébration des professionnels qui la font vivre, mais une reconnaissance du pouvoir unique de ce média. Pour tout dire, la journée mondiale de la radio a été proclamée par l'UNESCO en 2011 sur proposition de l'Académie espagnole de la radio et adoptée officiellement par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012. Depuis, elle est célébrée chaque 13 février, une date qui n'a pas été choisie au hasard. Elle marque l'anniversaire de la création de Radio Nations Unies en 1946. Vous noterez au passage que tout ce que je vous ai dit là, vous l'avez appris grâce à un podcast et pas grâce à la radio, qui malheureusement, ces 10 dernières années, parle beaucoup trop d'elle-même et pas assez de vous. Voilà. Je sais pas si quelqu'un avait quelque chose à rajouter. Du coup, c'est... Ouh là là, c'est devient sensible, du coup. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. C'était mon petit coup de gueule du jour. J'avais envie. Joyeux anniversaire. C'est un peu difficile parce que les protagonistes ne sont plus de ce monde, je pense. 40 ans d'une sortie extravéhiculaire. 40 ans, un astronaute s'éloignait, sans cordon, sans ombilical, de son véhicule qui était une navette spatiale, Xavier. Voilà, vous savez que j'aime bien tout ce qui touche à l'espace. Ici, il y a quand même un aspect technologique
technologique aussi avec le MMU dont je vais parler, mais donc c'est un astronaute, c'est Bruce McCandless, qui a réalisé pour la première fois une sortie extravéhiculaire sans attache, donc c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout attaché au vaisseau spatial dans lequel il naviguait, hein, en gros. Ici, il flottait complètement librement dans l'espace à l'aide du fameux MMU, donc c'est une unité de manœuvre manuelle. C'est un dispositif qui ressemble un petit peu à un sac à dos ou bien une espèce de chaise combiné à un sac à dos sur lequel les astronautes ont 24 petits propulseurs à azote gazeux qui vont permettre, un petit peu comme si on actionnait une petite bombe de déo, qui vont permettre une mini-propulsion comme ça, et qui leur permettent de se déplacer tout doucement et de se réorienter dans l'espace. Moi, je me rappelle que j'ai utilisé une simulation de ce truc-là à l'Eurospace Center quand j'étais gamin, parce que c'était d'actualité. Hein. Ici, c'était le 7 février 84. Et donc, c'est, d'après moi, déjà très très passez-moi l'expression, mais très très couillu, parce que déjà aller dans l'espace, il faut oser avec tous les risques qu'il y avait à l'époque, mais là se dire que on s'éloigne du véhicule et il est enfin de la navette, et il est parti à une petite centaine de mètres, un tout petit peu moins de 100 mètres, avec l'incertitude de pouvoir retourner dans la navette en sécurité. C'était quand même très osé. La navette spatiale, c'était Challenger à l'époque, donc ça ressemblait encore à un petit avion, hein. C'était très différent des fusées qu'on connaît maintenant, qui était vraiment un vaisseau qui a une image emblématique, hein. Si vous demandez à toutes les personnes de notre génération une navette spatiale, c'est vraiment ça qu'ils vont dessiner. Et j'ai appris en fait en me documentant qu'en fait il y a eu que 3 sorties, 3 missions comme celle-là, à cause justement des risques associés aux sorties sans attache. Et donc aujourd'hui, les astronautes, ils utilisent quelque chose qui ressemble un tout petit peu à ça, mais qui est intégré à leur combinaison, qui s'appelle le Safer. Donc c'est un jeu de mots, parce que Safer, ça veut dire évidemment que c'est moins risqué, mais c'est Simplified Aid for EVA Rescue. Et donc c'est plus petit, c'est moins puissant, et généralement ils essayent de rester attachés en permanence aux navettes ou à l'ISS par exemple, ou ce genre de choses. Donc seulement trois sorties, et je trouve que ce gars-là avait vraiment un fameux courage, parce que les personnes qui ont le vertige ou autre, bon, dans l'espace, est-ce qu'on parle de vertige? Je ne pense pas, mais là, se sentir, voir la navette qui s'éloigne, on doit se sentir tout petit. Déjà, moi, j'avais flippé en regardant les vidéos, et on les a tous, enfin, les gens qui sont passionnés de conquête spatiale s'en souviennent certainement de la sortie extravéhiculaire, la première sortie extravéhiculaire qui était à l'époque de l'URSS, un cosmonaute russe qui l'avait pratiqué. Il n'arrivait plus à retourner dans le sas parce que sa combinaison avait gonflé. Déjà, moi, j'avais été marqué par cette angoisse-là, le fait de ne pas pouvoir rentrer à l'intérieur du vaisseau. Donc déjà là, mais alors là, ne plus avoir d'ombilical, comme on dit, et d'être isolé, être soi-même son propre vaisseau, en fait, hein, ça équivaut à ça. Ça, c'est encore un autre challenge, je pense. Et quand on voit les mesures de précaution quand ils font une sortie, par exemple, sur l'ISS pour aller faire des réparations ou des choses comme ça, avec cette ligne de vie qu'ils doivent déplacer, un peu comme des alpinistes, hein, même tout à fait comme des alpinistes, d'un point à un autre pour ne jamais se désolidariser de l'objet dont ils sont issus, les précautions qui sont prises, et avec dans les écouteurs Houston, ou en tout cas la NASA qui leur donne les instructions et leur rappelle sans cesse de faire attention à ce genre de choses, comme ne pas lâcher par exemple un objet, parce que ça devient automatiquement peut-être un objet dangereux, hein, pour tout qui est pour les satellites, pour soi-même peut-être à un moment donné. C'est tout ça, plein de précautions. Et alors quand on voit effectivement cette sortie-là, il y a une 4e sortie que tu n'as pas citée, Xavier, c'est celle de George Clooney dans le film. Merde, j'ai oublié le nom. C'est voilà, parce qu'il y a un autre, effectivement, j'y pense maintenant, un autre moyen de sortir et de se déplacer, de se mouvoir, mais toujours en étant attaché, pour le coup, soit à l'ISS, mais surtout à l'époque à la navette spatiale, c'est le bras articulé, le bras canadien.
qui permettait de déplacer un astronaute d'un endroit à un autre pour aller faire une réparation, par exemple, sur Hubble, par exemple, pour faire des réparations. Je ne sais pas si Sébastien avait un truc à rajouter. On a de petits... Je le signale au passage, on enregistre dans les conditions du direct comme toujours. Je rappelle aussi, Sébastien est à distance, à Barcelone, dans un hôtel où manifestement les gens rentrent de leur dîner et se connectent à une plateforme de streaming. Résultat de l'affaire, la bande passante a un petit peu diminué par rapport à tantôt, ce qui fait que ça lag un tout petit peu et c'est un petit peu particulier à un moment donné, mais on comprend ce que tu dis. C'est juste qu'on a un décalage et on essaye de ne pas se parler les uns sur les autres pour éviter que ça devienne incompréhensible. Je t'en prie, vas-y. Voilà, à toi. C'est pour ça que je réagis pas trop pendant que vous parlez, parce que ça lag de mon côté aussi et je m'en rends compte. Oui, je me disais, dans l'espace, il n'y a rien qui te freine, donc quand on donne une petite accélération ou quoi pour faire bouger, il faut vraiment que ça soit très, très en douceur, sinon tu pars en toupie permanente. Et donc j'imagine les séances d'entraînement et de simulateur. Moi j'ai fait un simulateur aussi, mais c'était sur un espèce de jeu vidéo. Et je me souviens, c'est incontrôlable ce machin. Dès qu'on donne une pitchonnette à droite, ça part à gauche, mais ça part en couille. Enfin voilà. Mais là, quand c'est dans la vraie vie, tu peux pas te permettre. Enfin, il faut un niveau de douceur, de maniabilité de l'engin pour pouvoir revenir, comme disait Xavier, qui demande probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et rien ne peut t'arrêter une fois que t'es lancé. Hein. Là, pour le coup, c'est une pichenette de trop et on est parti pour un long, très très long voyage. C'est à éviter, évidemment. Voilà, mais merci d'avoir rappelé ça. 40 ans. Oui. Si vous voulez voir de quoi on parle, le film c'était avec George Clooney, c'est Gravity. Oui, c'était Gravity, c'est ça. Là aussi, hein, qui fout un peu la trouille. Les premières minutes sont un petit peu angoissantes, j'ai envie de vous dire. Mais bon, ça c'est avis personnel une fois de plus. Alors ça, il va falloir que tu nous expliques bien, parce que sur le postulat, j'ai pas percuté tout de suite. Quand le réseau préserve la traçabilité des images, de quoi s'agit-il, Sébastien ? C'est Cloudflare qui fait une annonce qu'ils intègrent maintenant la Coalition for Content Provenance and Authenticity, C2PA. Et en fait, j'ai pas trop envie de parler de Cloudflare, un peu parce que c'est cool qu'ils fassent ça, etc. Mais surtout, ça m'a permis de découvrir la Coalition for Content Provenance and Authenticity, le C2PA, qui est une coalition, un groupe d'entreprises qui œuvrent ensemble pour qu'on puisse tracer les changements dans les images. Alors, Comme ça, c'est peut-être très abstrait, je vais essayer de vous expliquer ça. Imaginez qu'un journaliste d'une agence de presse prenne une photo avec son appareil, et puis cette photo est retravaillée après, elle est donnée peut-être à d'autres agences de presse qui vont la recadrer, qui vont la transformer, qui vont changer les couleurs, ça c'est pas encore trop grave, peut-être effacer un élément de l'image comme on peut le faire, voire ajouter un élément de l'image de façon bienveillante ou pas. Cette photo va être distribuée sur Internet. Ça serait bien qu'on reçoit une photo sur Internet, on puisse tracer tous les changements qui ont été faits depuis la source où cette photo a été prise, par quel appareil, quand, et avec toutes les métadonnées, la focale, etc. Mais aussi tous les changements qu'il y a eu après. Elle a été recadrée, elle a été retraitée par l'intelligence artificielle machin, elle a été, transformée en noir et blanc à tel moment. Eh bien, ça, c'est une spécification qui existe, qui est faite par une coalition, donc une association non-profit, comme on dit en anglais, une association à but non lucratif, qui a défini un standard de métadonnées qu'on peut rajouter dans les fichiers médias, les images, pour tracer toutes les transformations qu'ils ont fait sur une image. Alors très concrètement, c'est un fichier JSON. Si vous êtes développeur, vous savez ce que c'est du JSON. Si vous n'êtes pas développeur, comment vous expliquer JSON en 15 secondes? C'est un fichier avec une clé, une valeur, un titre, une valeur, un titre, une valeur, entouré par des accolades, des accolades. Les curly braces en anglais, je crois que c'est accolade en français, Oui. et qui vont s'additionner, c'est-à-dire il y aura un bloc où on explique comment la photo a été prise, et puis chaque action va s'ajouter, et tout en bas de ce fichier, de cette série de données, il y a une signature, et les signatures sont additives, c'est-à-dire que si je fais une transformation
je vais prendre la signature 0 et rajouter ma signature à moi. Si quelqu'un refait une transformation 2, il va reprendre la signature précédente, la 1, et remettre sa signature à lui, de manière à ce qu'on ne puisse pas changer cette trace, cet historique de la photo. Donc je ne savais pas du tout que ce standard existe. Les fabricants de caméras, les principaux outils de retouche d'image à l'initiative d'Adobe, qui est un des fondateurs de cette association, respectent ce standard. Certains outils d'intelligence artificielle comme DALL-E respectent ce standard aussi, donc ils vont mettre ces données en métadonnées dans la photo. Et alors, qu'est-ce que vient faire Cloudflare et le réseau là-dedans, pour revenir sur le point de départ et terminer avec ça? En fait, Cloudflare, c'est un CDN, un Content Delivery Network, donc vous mettez votre site web quelque part et vous mettez Cloudflare devant. Ça va agir comme un cache et un point d'accès au réseau, c'est-à-dire que vos utilisateurs, au lieu d'aller chercher votre contenu HTML, vos images, etc., sur votre serveur web, il sera distribué, ce contenu, par le serveur de Cloudflare le plus proche. Si moi je suis ici à Barcelone, je suis certain que Cloudflare a ce qu'on appelle un point d'accès ici à Barcelone. Et si je vais sur votre site web, ma requête, elle va aller d'abord sur le serveur de Cloudflare ici tout près. Et si l'image en cache, si quelqu'un l'a déjà utilisée, va me servir de ce qui me permet à moi d'avoir l'image beaucoup plus rapidement que si je devais aller sur votre site web. Et avec le site web, ça vous permet de réduire la charge parce qu'il n'y a que des serveurs de Cloudflare qui vont chercher l'image et puis qu'ils la distribuent à leurs milliers de clients de façon locale. Et pour ce faire, Cloudflare transforme l'image. Si dans l'HTML, c'est une image 600 sur 600 et qu'à l'origine, vous avez une image 3000 sur 3000, il va faire la transformation de manière à servir les images plus efficacement à ses utilisateurs. Donc Cloudflare est un acteur de transformation des images aussi. C'est ça. Et donc ce que Cloudflare annonce, c'est qu'ils ne vont pas enlever ces métadonnées comme ils le faisaient avant, et en plus, ils vont ajouter l'ordre de transformation dans la liste qu'on peut vérifier. Et je trouve que c'est très bien, ce temps d'intelligence artificielle, d'avoir des outils de traçabilité des images. Et je connaissais absolument pas ce je dois revenir au début de mes notes, Coalition for Content Provenance and Authenticity, CCPA, C2PA, qui œuvre sur ce standard. C'est intéressant, ça pourrait être le cas aussi pour les vidéos, ça pourrait être le cas pour d'autres médias de manière générale, parce que c'est vrai que ça pose de plus en plus de questions. On en parlait avec l'intelligence artificielle et la photo de madame un petit peu retouchée, ou de monsieur, ça permettrait de savoir combien de fois l'image était retouchée. Voilà, parce que j'imagine que du coup on pourrait avoir des applications qui permettent de lire ces informations et donner une information... C'est ça aussi l'idée, quelque part, qu'on ait un outil de contrôle à disposition. Ça c'est la prochaine version, c'est pour les fans. C'est l'article... Oui, si vous c'est justement l'article que je vous ai mis dans les notes, là, vous verrez, il y a un lien vers une application. Il y a une application web où vous pouvez simplement mettre une photo et toute la traçabilité. Il y a aussi des outils en ligne de commande pour automatiser ça dans vos chaînes de production d'images. contentcredential.org mais on vous a mis le lien effectivement dans les notes du podcast. Je voulais rajouter un truc, Xavier, vite fait, et on passe à la suite. J'allais simplement dire que la prochaine version allait certainement plaire beaucoup aux fans de Star Wars avec un C3PO au lieu de C2PA, mais c'était juste une petite boutade. Et alors, on a manifestement des gens qui ont beaucoup aimé le sujet, parce que j'ai vu des petits cœurs apparaître à l'écran sur Sébastien. Je sais pas. Ah oui, mais c'est parce qu'il est... Il y a un petit filtre à un moment. À mon avis, il a un filtre ou un truc... Ouais. C'est quand on travaille à distance avec les moyens du bord et qu'on se retrouve avec des applications qui sont normalement faites pour parler à sa famille ou à faire rire les enfants, ou etc. De temps en temps, il y a des trucs un petit peu bizarres qui apparaissent dans notre image, mais... C'est un podcast audio avant tout, Xavier, et donc ça n'a aucune importance. C'est juste pour nous faire rire, nous. C'est déjà bien pas mal. On a bien fait le tour de ce sujet. Comme une fois de plus, j'ai envie de vous dire, il nous reste encore un sujet, parce qu'après C2PA, on va parler de trip. Rien à voir avec de la bouffe. On va pas parler des tripes, on va parler de tripes. Le trip, à la mode pour sécuriser les votes en ligne. Trip, l'acronyme de quelque chose dont tu vas nous parler, Xavier. Voilà, alors je ne connais pas l'acronyme, mais en gros c'est un outil qui va permettre de sécuriser le vote en ligne grâce à une fausse identité légale.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous savez qu'il y a beaucoup de détracteurs du vote en ligne pour une simple raison, c'est que quand vous êtes dans un bureau de vote, même si votre compagnon ou votre compagne ou quelqu'un d'autre essaye de vous influencer pour que vous votiez pour tel ou tel parti, eh bien, lorsque vous êtes dans les bureaux de vote, vous avez la possibilité de voter de manière totalement anonyme et sans que personne vienne vous imposer quoi que ce soit. C'est une des raisons pour laquelle il y a des détracteurs pour les votes en ligne, puisque si vous votez depuis la maison, on pourrait très bien avoir quelqu'un qui prend votre carte d'identité, qui signe et qui vote pour vous et qui signe le vote à votre place avec votre carte d'identité, par exemple. Ou vous menace. Et donc le but, voilà, vous menace ou autre. Et donc l'idée ici, c'est que pour garantir cette intégrité, on a introduit, il y a des essais qui sont en cours pour introduire une fausse identité légale. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez aller chercher dans un bureau un ticket qui va vous permettre de générer des QR codes qui vont attester de votre identité. Si ce n'est que vous allez recevoir plusieurs QR codes qui chacun auront votre vraie identité, hein, donc votre identité légale, qui vont pouvoir voter de manière tout à fait légale, mais vous aurez, si vous donnez un QR code qui n'est pas le QR code qui est censé vous représenter légalement, vous allez avoir un vote qui ne sera pas pris en compte. Et donc, si vous voulez voter de manière correcte et que votre vote soit pris en compte sans que vous ayez été influencé, vous allez par exemple donner à la personne qui veut voter à votre place, ou bien vous allez voter alors qu'elle vous regarde avec un QR code qui va attester que c'est bien vous, qui va comptabiliser votre vote, sauf que derrière, le vote ne sera pas pris en compte. Et donc, vous aurez la possibilité par la suite de voter de manière tout à fait normale et qui sera prise en compte. Donc, c'est une solution qui va reposer sur la cryptographie, hein, puisqu'on va utiliser des QR codes et des moyens de chiffrer et d'identifier une personne de manière unique et sécurisée. On va tenir compte des votes sur la blockchain, donc qui va permettre d'enregistrer de manière tout à fait définitive et transparente tous les votes qui ont eu lieu et donc l'intégrité du scrutin pour éviter justement la fraude et les votes qui seraient influencés, et une authentification multifacteur, puisqu'on va pouvoir s'identifier pas seulement avec la carte d'identité, mais avec une signature qui va représenter notre identité, qui est ce fameux QR code, et qui va pouvoir être généré plusieurs fois avec des fausses identités et la vraie identité. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Je ne sais pas encore, il y aura peut-être encore des moyens de contourner ça, mais si la personne est tout à fait isolée quand elle génère elle-même les QR codes, ça deviendra compliqué de vérifier si elle a généré des fausses identités ou pas. Et donc je trouve que, en tout cas, l'idée est bonne et ça a le mérite d'essayer de faire avancer les choses pour avoir des scrutins qui soient plus influencés et avec la blockchain qui pourront être validés de manière tout à fait correcte. Tu l'as dit, avec la blockchain, c'est peut-être là la piste en fait, pour rendre le vote démocratique, quoi qu'il se passe, et quel que soit l'environnement dans lequel on vote, pour identifier que le vote soit bien le vôtre et pas celui de quelqu'un qui vous aurait influencé. On est tous influencés d'une manière ou d'une autre, je vous le dis tout de suite, mais voilà, en tout cas, c'est en son âme et conscience que l'on pose qu'on pose ce choix, et donc il faudrait pas faire ce qu'on appelle du bourrage d'urne à coup de fichiers informatiques. Voilà tout l'enjeu du vote électronique. Merci Xavier pour ce sujet une fois de plus. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je voulais pas terminer cet épisode sans vous rappeler qu'on a des hors-séries qui sont actuellement disponibles et qu'il leur reste évidemment à votre disposition, dont celui de la semaine dernière. J'en profite puisque c'est Sébastien qui est là pour vous reparler et vous parler de ce hors-série qui est l'interview d'un des membres de la fondation Mozilla France. Donc
c'est un échange qu'a eu Sébastien avec Sylvestre Ledru à l'occasion du FOSDEM, qui est en gros le grand rendez-vous européen qui se passe en Belgique dans le domaine du logiciel libre. Ça se passe à l'Université libre de Bruxelles. Et Sébastien, tu l'as rencontré, Sylvestre, à cette occasion-là. C'était l'occasion de parler de plein de choses, de la fondation bien sûr, de Firefox, de Rust également. Si vous savez pas tout ce que c'est, ça vous intéresse, je vous conseille vraiment cette interview qui fait une vingtaine de minutes à peu près et qui est disponible sur notre site, sur notre chaîne YouTube et dans le flux du podcast. Donc peut-être que votre application l'a même téléchargé mais que vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le conseille. Je sais que la bande passante est en train de se limiter comme peau de chagrin avec Barcelone, donc je n'interpelle pas Sébastien parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Voilà, donc les autres hors-séries sont aussi à votre disposition, évidemment. C'est quelque chose que je vous rappelle personnellement de l'infolettre que je vous envoie chaque semaine, puisque vous le savez, nous avons aussi une infolettre. Vous trouvez le raccourci dans notre site lestechno.be pour vous y abonner, et tous les vendredis vous recevez dans votre boîte aux lettres non seulement le contenu en gros de ce qu'on a parlé là, la notification qui vous dit attention, il y a un nouvel épisode qui est sorti, toute notre veille technologique de la semaine avec les chroniqueurs, vous le savez, on se partage des articles, etc. On vous livre tout ça, brut de décoffrage, vous pouvez aller piocher dedans, et également mon bloc-notes, les petites brèves que je vous propose, là aussi je vous mets les liens, c'est cadeau, c'est comme ça, c'est vivre, c'est partager, que voulez-vous, sinon il faut appeler ça survivre. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode, merci Xavier, merci Sébastien, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!